Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes, des vraies voix citoyennes un peu spéciales. Tout d'abord parce qu'Aurélie Gros est absente aujourd'hui, on l'embrasse. Bonsoir Stéphane Pellet. Vous savez qu'elle a été nommée première ministre, c'est ça que vous vouliez annoncer ? Ah non, alors j'ai le casting, mais manifestement on aurait bien aimé, hein. Vous aussi, pourquoi pas, mais ça nous aurait un peu embêté pour construire les émissions du lundi. Il aurait fallu que vous trouviez des successeurs. Donc on va analyser cette jolie liste. Oui, alors évidemment on va faire les vraies voix citoyennes, mais là le gouvernement est tombé il y a 20 minutes. Il a été annoncé, pardon, vous avez raison, il y a une vingtaine de minutes et on est en train de caler des députés, des personnalités politiques de toute tendance pour leur donner la parole à la fin des deux demi-heures, donc avant 19h30 et avant 20h. Alors le G500 va bien, encore de nouvelles associations qui vous ont rejoint. On va pas faire trop long ce soir car comme vous l'avez dit, l'actualité est très très chargée, mais en effet il faut annoncer à tout le monde que toutes les étapes de préparation sont en route, que tous ceux qui sont passionnés par les questions de justice, on a rendez-vous le 25 janvier à Nice dans les studios télé de Nice Matin, partenaire d'ailleurs de Sud Radio sur cette opération. D'ailleurs Philippe, je sais que vous serez présent en personne le samedi 25. Donc on pourra voir Philippe David à Nice parler de justice. Et on pourra manger même de la pissaladière et des farcis notamment, spécialité ça, je sais que vous connaissez la carte de France de la gastronomie par cœur. On parlera handicap avec les 20 ans de la loi je ne sais plus le mois, mais en tous les cas en 2005 la loi Chirac sur les droits des personnes en situation de handicap. Ça sera à Paris à l'Institut national des jeunes aveugles. On parlera culture au Théâtre Liberté avec Charles Berling le 29 mars à Toulon, jeunesse le 26 avril à Marseille, enjeux climatiques le 3 mai dans la Drôme à Saint-Sauveur-Gouvernay. Enfin voilà, un très 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 beau programme. Savez-vous qu'on rajoute quelque chose à ce programme ce soir ? Dites-nous. Eh bien, on souhaite un très très bon anniversaire à François Gros, qui n'est donc pas rentré au gouvernement parce que c'était son anniversaire. On lui souhaite un très bon anniversaire à François. Allez, au sommaire ce soir, alors que la situation reste toujours aussi incertaine à Mayotte, le département français situé dans l'océan Indien à plus de 8000 km de la métropole. On ne voulait pas clôturer cette année des vraies voix sans rappeler l'exceptionnelle solidarité exprimée par les grandes ONG et associations françaises mobilisées pour nos compatriotes là-bas. Et d'ici quelques secondes, nous serons en direct avec Baptiste Rivoire, qui est sur place, coordinateur national des opérations de la protection civile. Près d'un ménage sur deux craint de ne pas pouvoir finir le mois. 49% et 32% des familles monoparentales, majoritairement composées par des femmes, prévoient de passer Noël seules, un chiffre 2 fois plus élevé que la moyenne générale. On en parlera, et c'est d'ailleurs la 15e édition de l'opération Noël pour tous. On recevra Simon Tassus, directeur de la communication et du plaidoyer de Dons Solidaires. Les vraies voix Sud Radio. Allez, on part direction Mayotte, retrouver Baptiste Rivoire, coordinateur national des opérations de la protection civile. Baptiste Rivoire, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Baptiste Rivoire, avec Philippe David, avec Simon Tassus. On est heureux de vous avoir au téléphone parce qu'il y a tout juste une semaine, alors que cette tragédie, on va dire, sur le département de Mayotte venait d'avoir lieu, nous vous avions au téléphone à La Réunion, donc un département entre guillemets à côté, puisque je crois l'ordre de 1500 km sépare les deux îles, et vous vous apprêtiez à organiser la logistique pour partir à Mayotte avec toutes les équipes de la protection civile. Qu'est-ce qu'il en est ce soir ? D'abord, vous êtes où ce soir, Baptiste Rivoire ? Alors ce soir, je suis sur la base vie de la protection civile située à Kangou, sur la commune spécifiquement de Kangani, située à l'ouest de Mamoudzou. Pour ce qu'il en est de la situation, maintenant, après une semaine de mise en place de la mission, c'est plus de 50 bénévoles. Bientôt ce soir, 60 avec les bénévoles qui arriveront demain. 60 bénévoles qui incluent des médecins, des infirmiers, des pilotes de drones, des techniciens en sauvetage d'éléments. Comme évoqué la semaine dernière, un panel large de spécialités pour pouvoir répondre aux différents besoins de la population. Pour qu'on comprenne bien, comment vous avez pu déjà arriver jusqu'à Mayotte ? Parce que pendant très longtemps, on disait que c'était quasiment impossible en avion et très difficile en bateau. Alors tout à fait, c'était un peu le nerf de la guerre et ça a fait l'objet d'un travail approfondi de discussion avec le ministère de l'Intérieur, puisqu'on a le statut d'association reconnue utilité publique agréée de sécurité civile. Donc on fait partie de ces éléments d'urgence à projeter sur le terrain au même titre que la Croix-Rouge, que l'Ordre de Malte, etc. Donc on a pu bénéficier de ce pont aérien qui nous a permis de nous projeter.
avec plusieurs équipes, évidemment, pas en simultané, mais successivement sur le terrain. Toutefois, voilà, la limite est sur le fret aérien, puisqu'aujourd'hui, des directives politiques font que des priorisations ont dû avoir lieu. Donc voilà, aujourd'hui, sur le fret, des directions ont dû avoir lieu. On est en fin de se projeter à travers ce point aérien. Alors, quelle est la situation? Est-ce que les dégâts sont équivalents sur toute l'île ou est-ce qu'il y a une partie qui a été un peu moins détruite que l'autre? Comment c'est là-bas? Alors la situation est catastrophique et finalement ce qui est vraiment le plus impressionnant c'est le fait qu'elle n'a rien épargné. N'importe où le paysage est catastrophique, les habitations, qu'elles soient précaires ou en dur, sont absolument détruites, la végétation est absolument détruite. Je traversais le port de Longoni tout à l'heure, il y a des conteneurs qui se sont renversés, donc voilà, on est vraiment sur un paysage catastrophique et qui n'a absolument rien épargné, c'est toute la violence de ce cyclone et ce qui le rend si impressionnant. Pour la situation sur place, elle est très compliquée. Aujourd'hui, voilà, le contexte géographique de l'île, avec des zones en hauteur, etc., font que l'accessibilité aux différentes personnes demeure encore compliquée. Certaines personnes n'ont toujours pas vu les services de secours, etc. Certaines personnes s'isolent aussi de ces services de secours. Alors, on doit rappeler que la protection civile, c'est une très très grosse ONG. Je cite souvent ce chiffre, mais vous pouvez nous corriger de l'ordre de 30 000 bénévoles donc répartis sur tout le territoire national, y compris, on l'a dit, à la Réunion. Mais est-ce qu'une grosse ONG comme la vôtre est déjà en mesure d'assurer pleinement la sécurité de ses propres équipes avant de pouvoir se déployer? Alors oui, elle est en mesure de le faire, mais pas en pleine autonomie et qu'en certaines conditions. Et vous avez raison d'en discuter, puisque certaines ONG ont d'ailleurs refusé pour l'instant de se présenter sur le terrain pour ces raisons-là. Aujourd'hui, nous, on a décidé, c'est pour ça qu'on a un emplacement stratégique sur la carrière de Kangani, puisque c'est un endroit qui est sécurisé, on a la présence de gardiens qui permettent de sécuriser notre base vie. Comme vous l'avez rappelé, c'est des bénévoles, donc il est impératif de pouvoir leur proposer des conditions de vie et de travail acceptables. Par ailleurs, l'ensemble de nos chantiers se font exclusivement le jour. Tous les bénévoles ont réintégré le camp de vie à compter de la tombée de la nuit pour pouvoir assurer un suivi permanent des bénévoles et éviter évidemment toute dérive de sécurité. Est-ce qu'on a une idée, parce que vu à vous entendre, et soyons francs, vu les images qu'on voit sur les différentes chaînes de télévision qui sont apocalyptiques, est-ce qu'on a une idée du nombre de victimes morts et blessées? Et sans abri, évidemment. Je suis dans le regret de vous dire que malheureusement aujourd'hui, en tout cas, dans mes compétences et des reconnaissances, ça serait très compliqué. On a en effet des zones avec des gens qui évoquent énormément de personnes dans leur entourage enterrées en moins de 24 heures à travers les mosquées, puisque la tradition musulmane impose le fait d'enterrer la personne décédée dans un délai de 24 heures. Voilà, c'est très très compliqué et le recensement des blessés l'est tout autant, puisque énormément de gens s'isolent, ne veulent pas aller se faire soigner de par leur statut parfois en situation irrégulière au terme migratoire, etc. Ce qui fait que c'est encore très compliqué de recenser les différents blessés, le nombre de blessés, le nombre de morts. C'est un travail extrêmement important qui est toujours en cours par les services de l'État, mais aussi par les ONG, puisqu'on mène des reconnaissances sur des terrains sensibles. Alors justement, vous êtes en reconnaissance, mais donc est-ce que vos actions ont pu commencer à se déployer? Depuis quand? Et qu'est-ce que vous priorisez? Quels sont les premiers apports que vous faites, comme vous seriez d'ailleurs sur n'importe quel théâtre? On le disait la semaine dernière, c'est grosso modo, ça ressemble plus à une guerre quasiment. On a l'impression qu'il y a eu un bombardement. C'est les images en tous les cas qu'on a, mais je ne sais pas comment vous vivez ça et par quoi vous commencez là avec votre base vie et votre soixantaine de secouristes. Alors, nos bénévoles ont commencé les actions dès la fin de la semaine dernière. Tout d'abord, la priorité numéro 1, évidemment, c'est l'accessibilité aux denrées alimentaires et à l'eau. C'est pourquoi nous appuyons les municipalités dans la distribution de ces denrées. Par ailleurs, évidemment, la situation sanitaire est très préoccupante. C'est pourquoi un certain nombre de bénévoles, notamment les équipes médicales et paramédicales, s'investissent pleinement dans cette mission pour pouvoir mener à la fois des reconnaissances, des maraudes sanitaires pour aller vers les victimes et pour pouvoir les réorienter dans des structures de soins en attendant l'ouverture de notre propre dispensaire de soins qui devrait arriver en fin de semaine. Quels sont les besoins les plus urgents à l'heure où on se parle, c'est-à-dire à 21h13, je crois, heure de Mayotte, le 23 décembre?
Le plus urgent aujourd'hui, évidemment, hein, c'est l'eau, la nourriture, mais surtout l'eau. Énormément d'endroits n'ont pas encore été livrés en eau. D'autres, en fait, n'ont pas assez d'eau. Voilà, c'est le point sensible, mais finalement, c'est quelque chose qui est déjà le cas depuis plusieurs années. Hein. Ce n'est pas seulement le cyclone qui a provoqué cela. L'année dernière, déjà, il y avait un gros souci avec la sécheresse à Mayotte. Et puis, parallèlement à ça, il y a aussi l'hygiène et la salubrité publique. Aujourd'hui, des amas de déchets sont présents autour des bidonvilles, provoquant de vraies problématiques sanitaires et d'hygiène. Donc voilà, l'autre urgence, c'est de pouvoir déblayer, finaliser le déblaiement pour pouvoir remettre en état tout ça et permettre une reconstruction saine et durable. Baptiste Rivoire, restez avec nous. On doit faire une très courte pause de pub et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à faire le point sur la situation à Mayotte. Je rappelle que vous êtes coordinateur national des opérations de la protection civile et que vous êtes là-bas sur place. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes, sans Aurélie Gros, mais avec Stéphane Pellet. Nous sommes en compagnie de Baptiste Rivoire, coordinateur national des opérations de la protection civile, qui est sur place à Mayotte. Et oui, donc sans Aurélie Gros, mais avec cette actualité, disons, brûlante de Mayotte. D'abord, Baptiste Rivoire, une information à vous donner, qui peut peut-être vous paraître un peu décalée, mais c'est quand même important. Je ne sais pas si c'est une des conséquences de ce qui s'est passé là-bas et sur lequel vous êtes sur ce théâtre d'opération, mais le nouveau gouvernement, on va comprendre un ministre d'État, ministre de l'Outre-mer. Manuel Valls, qui peut changer beaucoup de choses dans la hiérarchie des priorités. Donc je pense que malheureusement, avec un drame pareil, le message de l'Outre-mer a été entendu. Qu'est-ce que les habitants vous demandent en premier? Est-ce que vous sentez totalement la détresse? C'est une question d'abord de dignité, de bonheur de vous voir enfin arriver, d'être dans ce beau pays, la France, comme a dit le président, ou bien tout simplement c'est autre chose qu'ils attendent? J'évoquais tout à l'heure la forte prépondérance de personnes en situation irrégulière sur Mayotte, ce qui en effet rend difficile notre approche auprès de ces personnes, puisqu'elles sont en situation irrégulière. Elles sont donc très, très vigilantes à qui elles s'adressent. C'est pourquoi on a mis en place des interprètes, etc., pour pouvoir nous appuyer dans cet échange et dans cette approche. En effet, il y a une vraie détresse de la part du peuple mahorais qui souffre énormément de ce manque d'eau, souffre énormément aussi de cette sensation d'être délaissé, de ne pas être accompagné. C'est vraiment les choses qu'il nous faut remonter. Mais parallèlement à ça, et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez positif, une vraie résilience. Dès la semaine dernière, certains étaient en train de reconstruire leurs habitations, reconstruire leurs toitures. Ils sont vraiment dans une approche de pouvoir très vite retourner à la vie normale. Dès aujourd'hui, certains retourner au travail dans les rues, donc vraiment une vraie résilience de la population qui permet certainement aussi un esprit plus positif. Dans les jours qui viennent, Baptiste Rivoire, dans les jours qui viennent, votre programme, c'est quoi? Vos équipes se déploient dans quelle priorité, on va dire? Alors, tout d'abord, la priorité maintenant, en attendant d'ailleurs l'arrivée de notre fret, puisque je rappelle qu'il y a une vraie complexité sur l'arrivée de notre fret, c'est la distribution d'eau et de nourriture au profit des municipalités, et surtout le sanitaire, avec la mise en place très rapidement d'un hôpital de campagne, d'un dispensaire de soins qui permettra dans un premier temps de prendre en charge des urgences à travers les médecins et de les réorienter sur les cas les plus graves vers l'escrime par exemple, dont le montage a été finalisé aujourd'hui, ou le CHM, et dans un deuxième temps d'être totalement autonome dans l'intégralité de la prise en charge des soins. Donc c'est vraiment l'urgence générale puisque c'est le premier besoin de la population à l'heure actuelle au niveau sanitaire. Est-ce qu'il y a des aides qui arrivent hors de France, par exemple? Il y a des pays pas très loin, dans le Golfe Persique, etc. Est-ce qu'on reçoit des aides qui viennent non pas de France, mais de l'étranger? Alors tout à fait, le mécanisme européen de protection civile, donc un mécanisme qui est dirigé par la Commission européenne et qui appelle à l'entraide entre les pays de l'Union européenne, a été déclenché la semaine dernière. Plusieurs pays ont répondu favorablement pour pouvoir apporter de l'aide, à la fois de l'aide sur la partie hébergement d'urgence, sur la partie aussi simplement logistique. Aujourd'hui, il n'est pas question de projeter des sapeurs-pompiers, des secouristes, des sauveteurs étrangers sur Mayotte, mais en tout cas d'y apporter une aide logistique à travers la projection de fret. Alors, il y a aussi une autre question qui se pose, parce qu'elle est essentielle. Comment est-ce qu'on envisage la reconstruction? Parce qu'il y a certains endroits où on se dit qu'avant de reconstruire, il va falloir tout finir de raser ce qui n'a pas été encore complètement détruit.
Alors tout à fait, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet qui commence naturellement à être abordé. Maintenant, c'est vrai que de par la situation urgente et les besoins prépondérants, ce sujet de la reconstruction est pour l'instant vraiment en construction. C'est paradoxal, mais parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a quand même une vraie urgence d'abord, et c'est pour ça qu'on dispose d'assez peu d'informations. Tout ce que je peux dire, c'est que les Mahorais, encore une fois, sont très résilients, ont une forte envie de pouvoir reconstruire rapidement leur territoire, et en tout cas, ce seront vraiment des éléments moteurs dans cette phase de reconstruction. Alors on n'est pas loin de Noël, mais sans clin d'œil, en tous les cas, ça suffit pour dire la générosité qui se déclenche partout dans le territoire et donc singulièrement en métropole. Est-ce que vous la sentez? Est-ce que par exemple vos équipes depuis Paris vous ont dit que les dons commençaient à converger ou pas sur votre organisation? Alors tout à fait, on la sent, une vraie générosité publique qui fait plaisir, puisqu'aujourd'hui voilà, on sent que l'ensemble des Français sont très sensibles à cette tragédie, à cette catastrophe naturelle. Une générosité à la fois financière, à la fois matérielle. Nous travaillons avec une boîte de médicalisation qui s'appelle Made in Touch, qui a mené à bien une collecte avec la Fédération nationale des éducants infirmiers. Et sur un seul département, c'est plus de 6 tonnes de fret médical qui a été donné au profit des soins sur le territoire mahorais. Donc c'est exceptionnel et c'est incroyable, et ce qui permet vraiment de pouvoir mener à bien ces missions. Et on rappelle que l'AMF, donc l'association des maires de France, qui regroupe les 35 000 collectivités, est en partenariat avec la protection civile, puisque donc toute une série de communes vont délibérer dans leur conseil municipal, très certainement adopter donc des mesures pour verser des subventions exceptionnelles qui seront donc versées sur un fonds piloté par l'AMF et la protection civile, c'est ça? Je ne me trompe pas? Tout à fait, exactement. On conventionne, on a l'habitude de le faire dès l'ouragan Irma, c'était déjà le cas, pour que l'AMF, à travers son dispositif et son maillage territorial, puisse en effet nous appuyer dans cette récolte de fonds. Déjà, un certain nombre de communes ont déjà délibéré avec des montants qui sont très généreux. Et évidemment, cette phase de délibération a lieu encore cette semaine et dans plusieurs semaines sur d'autres communes. Eh bien, écoutez... Comment est-ce qu'on peut vous faire des dons également? Parce qu'on est en fin d'année fiscale, faut-il le rappeler? Oui, c'est vrai. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec Simon Tassu. Lui, c'est dons solidaires au pluriel. Tout ce que vous donnez pendant encore 8 jours est déductible à hauteur de 2/3 de vos impôts qui seront déclarés au printemps prochain, c'est bien ça? Donnez-nous l'adresse du site internet, je crois, de la protection civile qui permet ensuite d'actionner le don. Eh ben, tout simplement www.protection-civile.org. L'ensemble des informations y sont recensées et la générosité publique y sera grandement appréciée. On voulait vous remercier. Merci beaucoup, Baptiste Rivoire. On garde évidemment vos coordonnées parce que vous êtes désormais sur place. On vous avait eu lundi dernier alors que le cyclone Chido venait de commettre ses ravages. On vous avait remercié d'ailleurs. Là maintenant vous êtes sur place. On reste bien évidemment au contact pour voir tout ce qu'on peut faire par le biais des médias pour aller aider nos compatriotes du bout du monde qui sont vraiment aujourd'hui pour certains dans le dénuement le plus total. Merci Baptiste Rivoire, coordinateur national des opérations à la protection civile. Et bravo à toutes vos pour équipes. ce que vous et toutes vos équipes font depuis le début de ce drame. Les vraies voix Sud Radio. Alors vous l'avez vu, c'était il y a une demi-heure, à peu près 30 minutes, que le gouvernement Bayrou a été dévoilé et on attend des réactions politiques. Nous avons avec nous Patrick Vignal, ancien député. Alors ça s'appelait Renaissance à l'époque, maintenant ça s'appelle EPR, et on aime vous avoir Patrick Vignal, parce que vous avez toujours parlé vrai, même quand vous étiez député, et que maintenant que vous n'êtes plus député, vous parlez encore trop vrai, encore très vrai. Bonsoir Patrick. Bonsoir Monsieur David, comment allez-vous? Très bien, et vous? Alors, écoutez, un peu soulagé qu'il y ait un gouvernement, puis on verra la suite. Alors vous, on le dit, c'est pas un secret, vous êtes un ancien socialiste qui avait rallié Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes content de voir le retour de quelqu'un comme Manuel Valls ou de François Rebsamen? Écoutez, d'abord, François Rebsamen, oui. Moi, j'ai bossé avec lui sur Action Cœur de Ville et sur la médiation. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est un élu de territoire. C'est un homme de gauche, mais une gauche social-démocrate. Donc, je pense qu'il fera du bien à l'équipe. Et même Manuel Valls, j'ai pas toujours été d'accord avec lui, je pense, sur la nationalité, mais ce sont des personnalités qui incarnent les choses, si vous voulez, Philippe. On n'est pas dans la Startup Nation. Là, je pense qu'il y a un gouvernement solide. Alors, je pourrais
pourrais regretter qu'il n'y ait pas de personnalité de gauche, mais vous avez vu qu'ils n'ont pas voulu y venir, et je le regrette. J'écoutais encore Guzman ce matin. Quand on veut changer les choses, on participe à quelque chose. Et donc, c'est dommageable, moi qui suis un homme de gauche, qu'il ne soit pas là. Et je pense qu'il faudra suivre le couple Darmanin-Retailleau. Je crois que François Bayrou et Emmanuel Macron ont décidé un peu d'aller faire les poches du Rassemblement national. Et je pense que ce couple Darmanin-Retailleau, parce que les Français demandent de la protection, de la sécurité, de la santé. Donc, je suis assez optimiste ce soir et j'espère que tous ces gens ne vont pas se disputer, qu'il n'y aura pas de quoi gouvernemental, parce que là, on est au bout d'une histoire. Est-ce que vous pensez, parce qu'on a souvent dit qu'il y avait un côté un peu schizophrène chez nos dirigeants, c'est-à-dire mettre un ministre de l'Intérieur qui roulait un peu les mécaniques, qui faisait le père Fouettard, et un ministre de la Justice qui soit beaucoup plus à gauche et qui fasse le Père Noël. On a l'impression là que c'est un peu le retour de Pasqua Pandreau 38 ans après, enfin presque 39 d'ailleurs, c'était en 86. Oui, en fait, on avait un Darmanin en mode de droite, droit social, et Dupond-Moretti, un homme de gauche. Je voudrais quand même rappeler au passage que Dupond-Moretti, c'est 60% d'augmentation des moyens de la justice. Et ils s'entendaient très très bien avec Darmanin. Moi, j'ai fait des déjeuners avec les deux, ça marchait bien. Mais là, je pense que le signe que veut donner Emmanuel Macron, c'est encore plus de fermeté sur la protection. Et Bruno Retailleau, c'était pas ma tasse de thé, mais je pense qu'il est en train d'incarner quelque chose. Je pense qu'il a beaucoup évolué aussi. Et donc, on risque d'avoir un couple détonnant, associé à Valls, associé à Rebsamen. Je suis ravi que Astrid Panossian reste au ministère du Travail. Mon ami Laurent Marcangeli, qui fait son entrée. Vous savez que je dis les choses, cher Philippe. J'ai un peu l'impression que là, on a une ossature très solide. Une ossature très solide. Est-ce qu'à votre avis, ça peut passer le mois de janvier? Parce que certains disent qu'on risque une motion de censure. Là, les députés sont en vacances. Ça risque une motion de censure dès le mois de janvier. Vous croyez que ça peut tenir ou pas? Écoutez, moi j'avais dit, je l'avais dit, rappelez-vous, j'avais dit ça va pas tenir. Le vrai débat c'est quoi? C'est que Marine Le Pen, là, elle a quand même un couple qui va de détonnant, on l'a dit, Retailleau-Darmanin. Est-ce que ça va prendre des parts de marché dans les gens du RN et ça peut l'inciter à suivre Jean-Luc Mélenchon qui lui a pris à ses affiches, il a sa voiture balai, il est prêt à partir en campagne. On va voir nos amis PS parce qu'ils sont très déçus. Oui, c'est un gouvernement qui penche à droite. Oui, ma jambe droite est plus musclée, mais ils en font partie. Et donc, est-ce que ils vont s'associer à les filles? Et est-ce que Marine va se dire, il y a danger pour 2027 parce que ça vous a pas échappé. Tous, ils pensent qu'à une chose, c'est 2027. L'intérêt commun de la France, tout le monde s'en fout. Et donc, je pense qu'on va voir. Moi, je mettrai pas une pièce pour la censure de suite parce que quand même, ça épuise les Français. Mais je vous avoue que on verra au mois de mars s'il y a de bons résultats. Retailleau-Darmanin, ça risque de dire à la présidente du Rassemblement national, ils sont en train de nous faire les poches, on a intérêt à revoter une motion de censure, mais ça serait quand même catastrophique parce qu'après cela, vous faites quoi si un deuxième gouvernement tombe, un gouvernement technique ou le départ du président? Très franchement, on a un ancien président qui a un bracelet à la cheville. Moi, je voudrais pas un départ du président. Enfin, on passerait pour des pitres, excusez-moi de l'expression, même pour des cons. Merci beaucoup Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Allez, tout de suite, elle attend depuis très longtemps, mais on va faire une heureuse. Direction les Hautes-Pyrénées, un département qui m'est cher. Bonsoir Virginie. Bonsoir Monsieur David. Alors, vous êtes d'où dans les Hautes-Pyrénées? À Tarbes. Oh, magnifique. La ville du maréchal Foch. Absolument. Tout à fait. Alors, vous avez été, c'était il y a longtemps, je crois, le 15e appel au 0826 300 300. Et on va voir tout de suite ce que vous avez gagné. Eh bien, Virginie de Tarbes, vous avez gagné votre séjour en famille au parc Futuroscope pour 2 adultes et 2 enfants, comprenant l'entrée au parc pour 2 jours consécutifs, l'accès au spectacle nocturne, une nuit à l'hôtel en chambre quadruple avec les petits déjeuners. Oh, énorme. Je ne connais pas le Futuroscope. C'est super. Comme on dit dans le sud-ouest en patois, c'est Béroy, hein. C'est beau. C'est
ça. Tout à fait. J'allais dire que Desbello, il y a quel pas toi, mais... Allez, moi j'ajoute mon petit bravo, bravo. C'est beau cadeau, vous ne connaissez pas le futuroscope? Non, du tout. Alors, du tout. Vous je allez connais, partir c'est avec magnifique. qui? Vous allez partir avec qui, Virginie? Je vais réfléchir. Je sais pas, je vais voir. Vous êtes une Je vais auditrice fidèle de Sud Radio? Ah oui, j'écoute tous les matins et j'écoute les vraies voix le soir où je me régale, notamment avec vos coups de gueule qui me font bien rire. Merci. Mais oui, ça fait très longtemps. Très longtemps que j'écoute. Eh bien, merci beaucoup, Virginie de Tarbes. Bonjour à tous nos auditeurs des Hautes-Pyrénées qui, eux, ont eu beaucoup de neige ces derniers jours. L'actu prime, dans quelques instants, on va retrouver Laure Lavalette, députée Rassemblement National, pour quelques minutes. Et ensuite, on recevra Simon Tassus, directeur de la communication et du plaidoyer de Dons Solidaires. Restez bien avec nous dans Les Vraies Voix Citoyennes. Rebonsoir, les vraies voix citoyennes avec évidemment l'actu qui prime. Le gouvernement a été nommé maintenant il y a une quarantaine de minutes et après Patrick Vignal, ancien député Renaissance, nous sommes en compagnie de Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var. Bonsoir Laure Lavalette. Bonsoir à tous. Peut-être avez-vous entendu Patrick Vignal. Alors déjà, votre réaction à ce gouvernement, est-ce que finalement c'est mieux que Barnier ou vous dites on va voir à l'usage ? Bon, écoutez, c'est pas une première nouvelle. Voilà, un Premier ministre macroniste a fait un gouvernement macroniste. Donc voilà, je pense qu'on ne tombe pas de l'armoire. Ensuite, le plus important, vous savez, c'est pas tant la composition, c'est ce que nous disions depuis le début, c'est pas tant le casting qui compte, mais le scénario. Ce qui va compter, c'est le budget que ce gouvernement va évidemment construire, et on sera là pour être vigilant, pour que les lignes rouges du Rassemblement national, qui représente, je le rappelle, 11 millions de Français, nous sommes le plus gros groupe à l'Assemblée nationale, donc nous serons évidemment vigilants à ce que ce gouvernement respecte ses Français. Alors, Laure Lavalette, vous avez peut-être, donc je le répète, entendu Patrick Vignal qui disait que, grosso modo, le duo de Retailleau-Darmanin entre la place Beauvau et la place Vendôme, ça pouvait aller, on va dire, aller couper la laine sur votre dos. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir un attelage, on va dire, à droite, à Beauvau et au garde des Sceaux, comme garde des Sceaux? Alors non, Patrick Vignal se trompe, parce que tout ce qui pourrait être fait et tout ce qui va dans le bon sens avant que nous arrivions au pouvoir avec une véritable alternance est évidemment une bonne chose. C'est ça que nous aurions de moins à faire. Néanmoins, voilà, je doute un peu de l'efficacité. Je les connais, je les ai déjà vus à l'œuvre, et je pense qu'effectivement ça manque un peu de volonté politique. On vient de voir Monsieur Retailleau pendant 3 mois. Voilà, il n'a pas laissé non plus un souvenir impérissable. Je vous rappelle que son gouvernement a refusé de voter la loi qui était portée par Edwige Diaz sur le fait que nous voulions expulsion les délinquants et criminels étrangers après qu'ils aient purgé leur peine. Et le gouvernement de M. Retailleau n'a pas jugé bon de voter cette loi. Donc il ne s'agit pas simplement de parler comme un député du Rassemblement national, il faudrait agir comme tel. Alors il y a une question qui se pose. Là, les députés sont en vacances pour quelques semaines, mais il va y avoir une motion de censure qui est déjà promise par le nouveau Front Populaire au mois de janvier. Est-ce que le RN va atomiser le gouvernement Bayrou en votant la censure, comme il l'a fait pour le gouvernement Barnier, où vous dites, comme disait Churchill, c'est pas du très bon français, wait and see? Non, mais vous savez, la censure n'est pas un sport national. Pour nous qui sommes députés du Rassemblement national, on a le respect de nos institutions et nous ne censurons pas a priori, évidemment. Après, ça ne veut pas dire que c'est un chèque en blanc. Il va falloir que ce gouvernement Bayrou fasse ses preuves. Il va falloir que le gouvernement fasse un budget qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts, que les Français ne payent pas leur facture d'électricité plus chère, qu'il n'y ait pas de déremboursement de médicaments. Il va falloir qu'il s'engage sur le fait que la retraite doit être indexée, évidemment, sur l'inflation, et que les TPE, PME, toutes nos entreprises qui sont le poumon économique de la France ne voient pas elles aussi leurs charges augmenter. Voilà, vous savez, on a une liste, j'allais dire, on ne demande pas la lune, nous avions 53 mesures pour un contre-budget, nous en demandons 4. J'espère évidemment que le gouvernement Bayrou sera plus constructif et sera, j'allais dire, plus à l'écoute que ne l'a été celui de M. Barnier. Merci beaucoup Laure Lavalette. Merci, je rappelle que vous êtes... Noël. Merci à vous de même. Vous êtes député Rassemblement National du Var. Allez, tout de suite, la seconde partie des Vraies Voix citoyennes. Les Vraies Voix Sud Radio.
Retour donc cette fois-ci aux citoyens, c'est un peu différent, donc pas de remaniement pour l'instant au sein des associations. Non, Aurélie Gros n'est pas là, mais ce n'est pas un remaniement. Et je n'ai pas pris tout le pouvoir, je rassure les auditeurs fidèles, on l'a entendu tout à l'heure, des vraies voix et aussi des vraies voix citoyennes. Donc non, on est heureux ce soir de recevoir, il faut bien le dire, il y a un clin d'œil quand même à 2 jours de Noël, de cette belle nuit de Noël demain soir. L'association pionnière vraiment du don en France, Don Solidaire, elle n'est pas forcément connue du grand public, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a envie qu'on en parle, qui est reconnu d'utilité publique, qui agit au quotidien pour lutter contre la précarité et qui collecte des invendus auprès des entreprises, les redistribue à un réseau de partenaires, plus d'1 millier, je crois, près de 1800 structures sont aidées. Et ça n'est qu'un tout petit résumé de l'action que vous menez, qui a fait de la précarité finalement une cause quasi nationale au travers de l'action de votre structure, dont vous allez nous dire qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Simon Tassus, donc vous êtes le directeur de la communication et du plaidoyer de Don Solidaire, don au pluriel, solidaire au pluriel. D'où vient cette association ? Merci de me recevoir. Avec plaisir. Don Solidaire, donc c'est une association effectivement qui a déjà 20 ans. En fait, nos 20 ans, on a fêté nos 20 ans en 2024. On est basé dans les Yvelines, donc juste à côté de Paris, à côté de Boulogne où on est ici. On a été créé pour effectivement lutter contre les précarités et avec une envie, en tout cas une ambition, c'est celle d'accompagner les bénéficiaires vers une vie digne et vers une dignité dans tous les sens du terme et sur tous les aspects. Et aujourd'hui, on s'efforce de mettre en avant toutes les précarités qui sont invisibilisées. Je parle de précarité hygiénique, et puis des précarités qui sont un peu plus temporaires, comme en tout cas plus liées à des événements comme celle de Noël, où via notre baromètre, on montre chaque année, on veut prouver que Noël peut être une période de fête, mais est aussi pour une trop grande partie de la population une période d'exclusion, et notamment chez les plus jeunes. Retour à l'école. On l'a dit d'ailleurs dans le lancement, c'est Philippe David qui rappelait ces chiffres. Donc les gens actuellement dans le baromètre considèrent qu'ils sont un peu moins dans la précarité, les Français, mais quand même il y a encore plus d'une personne sur 2, ou je ne sais plus. Près d'une personne sur 2, 49%, qui craint de ne pas pouvoir finir le mois. Et surtout par rapport à Noël, toute une série de personnes en famille dite monoparentale qui malheureusement... 32% des familles monoparentales majoritairement composées de femmes prévoient de passer Noël seules. C'est un chiffre 2 fois plus élevé que la moyenne nationale qui est à 16%, 16,32. Hein. C'est ça. Cette année, on a voulu faire un focus sur les familles monoparentales parce qu'on sent qu'il y a une certaine fragilité chez ces familles et les résultats du baromètre le prouvent. On a effectivement de grosses difficultés chez ces familles, encore plus que la moyenne nationale. Alors, on est sur une légère amélioration cette année. En fait, quand on regarde, et c'est un peu l'intérêt du baromètre, c'est les années précédentes, on est finalement sur une tendance à revenir à une certaine normalité après 2 années très difficiles. Et en fait, on retombe sur des chiffres comme on en a connu en 2020 ou 2021. Mais au-delà des chiffres, Simon Tassus, vous lancez cette opération Noël. Racontez-nous, parce que c'est quand même très concret et c'est très attendu. Noël pour tous, c'est la 15e édition cette année. Notre objectif sur Noël pour tous, c'est cette année de faire 1,5 million de cadeaux. C'est énorme, et c'est grâce à la générosité des entreprises, puisqu'on ne collecte que des invendus ou des dons neufs, donc des dons d'entreprises qui sont soit des invendus, soit des dons engagés, d'entreprises engagées. Et on les récolte pour les redistribuer à environ 1 millier d'associations en France, qui sont des associations qui permettent en fait d'aider tout type de personnes, qui du coup permettent d'adresser tout type de précarité. Et c'est 1,4 million ou 5 de personnes finalement qui vont recevoir un cadeau à Noël. C'est plutôt des enfants ou c'est les deux aussi des adultes? Alors justement, on essaye d'élargir. C'est-à-dire que la générosité des entreprises, elle se porte évidemment plutôt sur les enfants à Noël. C'est-à-dire les jouets, etc. Exactement, les jeux, les jouets. Mais on essaye d'élargir aux adultes, aux femmes, c'est déjà fait depuis quelques années, mais aussi aujourd'hui aux hommes. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que il y a de la précarité à Noël sur toutes les catégories de personnes, sur tout type de personnes, et pas que pour les enfants. Et finalement, l'exclusion, elle se vit aussi à l'âge adulte. Voilà, donc on distribue aussi du petit électroménager, on distribue des produits de beauté, de la nourriture. Non, on fait tout ce qui est non alimentaire. Excusez-moi, j'ai pensé à quelque chose, mais ataviquement, les chocolats de Noël invendus, quitte à les donner même après Noël, c'est toujours sympathique pour les personnes en état de précarité. C'est l'inénarrable gourmand qui a parlé, excusez-moi. C'est vrai, je vois ça, mais en même temps, c'est la veille de réveillon, je peux comprendre. Oui. On a déjà l'eau à la bouche. On laisse ça à certaines associations comme les banques alimentaires ou autres, qui, elles, gèrent très bien ces dons. Nous, on est sur le don non alimentaire. D'accord. Et alors... petite question comme ça, on n'est pas loin de Noël encore une fois, c'est ce moment de générosité, de chaleur humaine. Mais sur le fond, qu'est-ce que vous en pensez que finalement, Resto du Cœur, toutes sortes d'associations, et pour faire des cadeaux à Noël, il faut finalement en passer par des associations. Qu'est-ce que ça vous dit sur l'état de notre société ? Ça montre qu'aujourd'hui, on a des grandes inégalités dans cette société. Ça montre que... après 20 ans d'engagement de la part de cette association Don Solidaire, de notre association, on en est encore à faire grossir les chiffres chaque année. On était sur 1 million de cadeaux l'année dernière, 1,5 million de cadeaux cette année. Ça montre que finalement la précarité, elle ne recule pas. Et que finalement le rôle des associations, il est primordial. Et ces familles, ces personnes, elles ont besoin d'associations pour vivre dignement. La précarité, elle est plus forte, j'aime pas trop le mot, dans les grandes métropoles, dans les zones rurales, dans les villes moyennes. C'est où qu'elle frappe le plus durement, la précarité ? Alors, on va pas sur ce degré de détail, évidemment. C'est du détail géographique. Hein. Voilà, degré de détail géographique. Évidemment, on a des associations partenaires qui sont plus structurées dans les plus grandes métropoles. On le voit, on a une grosse partie des dons qui partent sur l'Île-de-France, puisque c'est aussi une grosse... c'est 20% de la population française. Hein, même s'il faut le rappeler, vous êtes installé dans de nombreux départements. Vous pouvez d'ailleurs rappeler... On est présent partout en France, et en fait, on expédie les dons dans toute la France et dans toutes les associations. C'est plus de 1000 associations, donc c'est vraiment sur toute la France. Il y a quand même quelque chose de très original à votre association, c'est que vous avez choisi de ne pas être connu du grand public, mais être connu des entreprises, puisqu'en fait vous faites l'intermédiaire entre beaucoup d'entreprises qui ont des invendus, des produits neufs, et puis des milliers de gens au travers des associations. C'est ça, on est vraiment l'intermédiaire du don. On est une association entre guillemets B2B. On n'a pas besoin d'être... business. C'est ça, on n'a pas besoin d'être... Exactement. On n'a pas besoin d'être connu du grand public pour fonctionner. On fait et on lance... cette année, par exemple, un appel à la générosité quand même du grand public, avec un système simple qui est 1 €, 3 cadeaux. Expliquez ça pour nos auditeurs. Avec 1 €, on peut offrir 3 cadeaux. Voilà, en fait, les dons des entreprises nous permettent de collecter en fait de nombreux dons. Par contre, on a la distribution qui elle est coûteuse, évidemment, on le sait. Et c'est cette distribution qu'on propose de financer par le biais du grand public et de la générosité du grand public cette année. Parce que je me serais permis, Philippe, de l'humour très 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 mal placé. J'aurais dit, écoutez, moi, ça m'arrange pour 3 cadeaux pour 1 €. Ah oui, c'est clair, ça vaut le coup là, oui. Ça fera une belle économie, malheureusement. Ah oui, malheureusement. Non, il faut donc dire aux auditeurs que en allant sur Don Solidaire, donc Don D-O-N-S-O, il n'y a pas de S à... Enfin bref, D-O-N-S-O-L-I-D-A-I-R ES.fr. On peut vous aider donc la distribution de ces dizaines de milliers de cadeaux que vous avez récupérés. On le rappelle, votre objectif, c'est donc de faire 1,5 million d'euros d'une certaine manière. En plus, voilà. 1,5 million d'euros, c'est beau, ça fait pas ce que vous pensez qu'il y a 1,5 million d'euros. Ben oui, mais écoute, moi je pense aux heureux et toi aux euros. Ah non, on pense aussi aux heureux. Allez, 19h44, on se retrouve pour continuer à parler de cette belle association Don Solidaire à 24 heures du réveillon, on peut le dire, demain à cette heure-là, on sera en train de réveillonner. Pour ceux qui peuvent le faire, restez bien avec nous, sinon Montazu. Et il n'y a que Stéphane Pellet. Comment ça, que Stéphane Pellet? On embrasse Aurélie Gros, qui profite de quelques jours de vacances bien méritées. Co-présidente. Votre co-présidente, notre co-présidente, on peut le dire. Hein. Et nous sommes en compagnie de Simon Tassu, directeur de la communication et du plaidoyer de l'ONG
Don solidaire. Don solidaire, ça fait près de 20 ans que ça existe, mais la plupart de nos auditeurs ne le savent pas parce que c'est une énorme association qui fait le lien entre énormément d'entreprises en France qui sont prêtes à donner des invendus en termes d'objets, de cadeaux, de jouets, et qui vont les donner grâce à Don solidaire à des associations qui elles-mêmes vont distribuer ça. Alors il y a une opération spécifique, Noël pour tous, c'est ça. Vous allez encore nous en reparler. Et puis aussi toute l'année, toutes sortes d'opérations. Et vous allez faire, je crois, 1,5 million d'heureux puisque vous avez autant de cadeaux à distribuer au moment de Noël. C'est ça, on prend un peu le relais du Père Noël sur certaines familles, certaines populations pour justement que personne ne soit oublié à Noël. C'est un peu notre objectif de la fin de l'année depuis 15 ans. Alors, vous avez aussi d'autres opérations toute l'année, peut-être vous pourriez nous en parler. Mais je voulais poser une question encore sur Noël. Ces gens avec qui vous travaillez, c'est les fabricants, c'est les importateurs, c'est les distributeurs, c'est qui avec qui vous travaillez? C'est tout ça en même temps. Tout ça en même temps. On a à la fois des fabricants. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer certains fabricants. Pas de problème parce que ça leur fait une bonne pub bien en sûr, plus, donc c'est pas du bad buzz là. On travaille par exemple avec Lego, fabricant danois, qui là pour le coup est fabricant. On travaille aussi avec des distributeurs. On travaille avec du Yves Rocher pour les femmes. Beauté. Donc produits de beauté plutôt adultes. Oui. Voilà, on travaille avec beaucoup d'entreprises, quelques distributeurs aussi, et c'est ça qui nous permet d'avoir une diversité de catalogues et qui nous permet de répondre justement à tout un tas de précarités à Noël comme à d'autres moments. Alors justement, dites-nous un peu comment est structuré Don solidaire. Je crois que vous êtes présent partout en France et donc vous travaillez toute l'année à collecter des objets. Vous avez plusieurs campagnes. Après Noël, quelle sera votre priorité pour début 2025 ? Alors après Noël, on est en même temps. En fait, on est en parallèle sur l'aide hivernale. Donc une aide contre le grand froid. Où là on essaye de récupérer notamment des duvets et des vêtements chauds. Voilà, les vêtements chauds, c'est quelque chose qu'on arrive à avoir. Par contre, les duvets, c'est quelque chose qui est très compliqué à avoir. Donc j'en profite pour faire passer le message. Si vous êtes fabricant de sacs de couchage, voilà. Sacs de couchage, oreillers aussi, etc. Tout ce qui permet de garder, de dormir un peu plus au chaud. Ouais, à peu près. C'est ça. Donc on est sur cette opération-là qui s'appelle l'aide hivernale. Et puis après, on a l'opération Femmes en fête au moment de la fête des mères. D'accord. Et après, on a une autre grosse opération qui est le kit scolaire à la rentrée scolaire. Voilà. En fait, nous, de notre côté, on récolte les dons toute l'année. Et chaque opération demande à être travaillée pendant 6 à 8 mois auparavant. Donc en fait, dès le mois de janvier-février, on va commencer à récolter les dons pour Noël 2025. Et si on vous demandait, puisque ce soir le nouveau gouvernement est arrivé, il y aura forcément un ministre en charge, on va dire, des associations, du mécénat, enfin de toute la générosité publique, quelle mesure numéro 1 il faudrait en 2025 pour vous faciliter votre travail ? Eh ben écoutez, on va parler de ce qu'on connaît et de ce qu'on sait faire. On a travaillé avec le gouvernement l'an dernier sur Pacte pour les premiers pas, qui accompagnait les tout petits avec en fait une subvention de l'État qui nous a permis d'aller acheter et récolter des couches et des produits de puériculture, voilà, d'hygiène bébé. C'est-à-dire comment ça s'appelle, le talc, etc. Tout ce qui sert pour les bébés, le talc, les couches, voilà, la layette et compagnie. Et si on pouvait avoir ces opérations aussi importantes pour à la fois les associations qu'on accompagne, mais aussi pour nous, associations du don, ça serait une belle chose parce qu'on a besoin d'avoir un gouvernement qui s'implique sur des sujets comme ceci. Alors, pour positiver à quelques heures de Noël, on peut dire, si on est plus à quelques heures qu'à quelques jours, on constate un recul des craintes liées au basculement de la pauvreté à 41%, moins 4 points, et de la nécessité de recourir aux associations alimentaires, 21%, moins 6 points. Est-ce que le moral des Français est en train de repartir un peu à la hausse dans ce domaine pour vous, quand on voit votre baromètre ? Alors c'est ce qu'on voit, oui, effectivement. Le moral des Français repart un tout petit peu à la hausse.
c'est ce que je disais tout à l'heure, on a eu 2 années difficiles et on retrouve les niveaux de 2020-2021. C'est-à-dire la période Covid 2020-2021. Mais avant guerre en Ukraine, donc des périodes un peu moins difficiles, on va dire, que celles qu'on vit depuis. D'accord. Eh bien, Simon Tassu, il faut encore une fois passer un appel. Vous avez dit, avec votre opération Noël pour tous, vous avez besoin désormais de la générosité quand même de nos auditeurs. On va donc sur donsolidaire.fr, don DONSOLIDAIRES.fr. Et donc, on peut aider ce Noël, puisque redites, avec 1 euro, on peut aider. On finance, avec 1 euro, on finance 3 cadeaux. Et donc, avec 2, 6, etc. Et vous parliez, c'est ça, et vous parliez tout à l'heure de générosité jusqu'au 31 décembre. Oui. Effectivement, on est reconnu d'utilité publique, donc évidemment déductible fiscalement à hauteur de 66% du don. Voilà, du don, donc dans cette période de Noël, c'est évidemment bienvenu. Et puis on est toujours à la recherche aussi de bénévoles au siège à Saint-Germain-en-Laye, et puis de bénévoles aussi sur le terrain. Dans vos antennes, vous avez des antennes. On a des antennes, et en fait le but de ces antennes, c'est de visiter les associations, d'aller se faire connaître auprès d'entreprises pour avoir davantage de dons. Donc on est à la recherche de bénévoles évidemment dans toute la France aussi. Vos antennes, il y en a dans toute la France. Elles sont où? Vous en avez combien à peu près? On en a dans toute la France. On a une trentaine de bénévoles qui permettent en fait d'avoir une trentaine d'antennes. Donc dans toutes les grandes villes de plus de 150 000 habitants. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils se déplacent énormément pour visiter toutes les assos, qu'elles soient dans des villages ou des grandes villes. Eh ben génial. Il faut encore une fois saluer donc cette association, cette ONG, on peut dire, tellement elle joue un rôle très important en France, de façon discrète jusqu'à présent, et puis maintenant grâce aux vraies voix citoyennes un peu plus dans la lumière, grâce à Philippe David, grâce à vous, et sa grande voix, grâce à Idéal Citoyen et grâce à toute votre équipe du G500 qui est maintenant au G2000. Justement, puisqu'on est dans l'appel aux dons, eh bien il faut savoir qu'il y a en effet une grande ONG citoyenne qui regroupe près de 3000 associations en France et qui s'appelle Idéal Citoyen, citoyen avec un S. On peut aller sur le site idéal-citoyen avec un S.fr et vous verrez que là aussi on peut faire don de quelque chose, on peut faire appel à sa générosité. Et il y a quelqu'un qui lui a fait appel à sa propre générosité, qui est quelqu'un d'assez génial au moment de clôturer l'année 2024 et qu'on connaît bien dans les vraies voix citoyennes, qu'on connaît très bien dans les vraies voix citoyennes. J'aimerais qu'on l'écoute. Ouais, c'est une très belle nouvelle. Je peux vous en dire un mot. On va créer une fondation. Et je remercie aussi, ça va jusqu'à mes enfants qui vont signer le fait que jamais cette aventure ne sera à une autre destination que le soutien. Non, une fondation, c'est une fondation d'actionnaires, ça empêche toute forme de revente du capital. Alors je ne m'enrichirai jamais, mais je suis déjà riche de tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que tout le monde se bat. C'est devenu la brique de lait la plus vendue, parce que quand tu te bats, que tu achètes ce lait, tu sais où vont les centimes. Hors marque distributeur, vous avez raison. C'est devenu aussi, pardon pour le du symbole, la marque la plus vendue en tant que nouvelle marque depuis 10 ans. Ça veut dire quand on met des valeurs, des centimes qui aident la vie de producteur, ça devient un grand succès. C'est un petit message pour les magasins. Ne soyez pas avares de place pour des produits qui protègent ceux qui nous nourrissent. Parce que le sort des producteurs, c'est le nôtre. Et voilà, vous l'avez reconnu, Nicolas Chaban. C'est qui le patron? Eh ben c'est lui. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est lui le fondateur de C'est qui le patron, cette fameuse marque qui s'est imposée, alors qui sur le plan du business pire est extraordinaire, puisque c'est une coopérative qui, grâce aux consommateurs, a imposé les prix sur les marchés, en tous les cas agricoles, dans le domaine du lait d'abord, puis donc les œufs, les beurres, etc., etc. Et donc Nicolas Chaban, tout simplement pour protéger cette aventure, a décidé de créer une fondation. Et donc, comme il est l'actionnaire principal au départ, eh bien, normalement, s'il avait dû vendre, transmettre cette société, cette entreprise, elle lui aurait rapporté, disons, une valorisation entre 20 et 30 millions d'euros. Ce qui est déjà pas mal. Nicolas Chaban, qu'on salue et qu'on aime tous autour de cette table, qu'on embrasse d'ailleurs, eh bien, Nicolas Chaban a décidé de faire don quasiment de ces 20 à 30 millions d'euros à cette fondation. Il a aussi, vous avez compris, convaincu ses enfants de ne pas se mêler, on va dire, de cette transmission. Et je trouve que c'est un très 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 beau geste à 24 heures de Noël qu'il fallait saluer, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est un beau geste, Simon Tassu.
c'est assez incroyable et j'espère que ça fera. Flores. Ça fera, ouais, exactement. C'est inspirant. C'est inspirant. Mais c'est quand même extraordinaire quand on voit C'est qui le patron. Personne ne connaissait ça il y a, je sais pas, 10 ans. Ah, bien moins encore. Bien moins de ça, mais en 10 ans, personne ne connaissait. Ouais. Quand on voit l'ampleur que ça a pris, est-ce que ça prouve pas quand même que... désolé, je vais citer le général de Gaulle. C'est beau, c'est grand, c'est généreux la France, et que ça prouve pas quand même que chez les Français, et on l'a vu notamment avec Mayotte, on était tout à l'heure en ligne avec Baptiste Rivoire, en direct depuis l'île de l'océan Indien, les Français sont quand même en général assez solidaires, assez empathiques et assez enclin à faire du bien. Oui, tout à fait. Je pense que l'acte d'achat, quand il est censé et quand il a une valeur autre que celle du produit, elle est poussée. Nous, on travaille avec, j'en profite du coup, on travaille avec une entreprise aussi à mission qui s'appelle Ramdam Social. Le nom est bien trouvé. Voilà, qui en fait produit et vend notamment chez Carrefour des produits alimentaires et ils ont lancé avec nous le premier produit non alimentaire. Et donc ce sont des serviettes hygiéniques qui, pour chaque achat de serviettes hygiéniques, il y a une part qui est reversée à l'association Don Solidaire. Donc on est aussi sur un engagement et un achat engagé, un peu à la manière de C'est qui le patron finalement, mais qui soutient des associations pour chaque achat. Donc aujourd'hui dans les carrefours d'Île-de-France et puis bientôt dans tous les carrefours de France et d'autres enseignes aussi, on l'espère. Et pour vous aider, comment vous contacter ? Eh bien écoutez, donc donsolidaire.fr, vous pouvez nous contacter directement sur le site si vous avez d'autres Eh bien voilà, la boucle est bouclée parce que je crois qu'en matière de rugby, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Alors là, je vais dire c'est qui? Non, parce que là, il y a Quentin Cabanis qui fait signe, c'est moi. Mais là, à côté, c'est François Truffaut. C'est qui le patron entre vous deux? C'est très collégial, c'est l'esprit d'équipe. Vous deux, c'est la charnière, la mêlée, l'ouverture. Bien sûr. En tous les cas, François, Philippe, Simon, vous êtes là. Un grand merci pour nous avoir accueillis toute cette année 2024, de 19h à 20h les lundis. En plus, chaque fois, on frayait un peu le passage pour l'excellent François. Avec grand plaisir. Voilà. Et merci. On se retrouve le 6 janvier avec les vraies voix citoyennes. Merci Simon Tassu. Joyeux Noël à tous. Et merci à vous Stéphane. Et on embrasse Aurélie Gros qui n'est pas là. Le week-end rugbystique a été digne d'un feu d'artifice. Bah oui, on a changé de leader en top 14, donc on va y revenir bien sûr avec Yoann Huget, Philippe Spanghero, et puis on va aussi un peu élargir la focale, comme on dit. Oui. On va revenir sur je suis sûr que ça va vous plaire, ça, sur l'essai du bout du monde, vous vous souvenez? 94. Oui, 94, ça commence côté gauche avec Louise Ouarmari qui récupère le ballon, ça part de l'autre côté et ça finit avec, je crois c'est Saint-André, Sadourny qui va aplatir, fabuleux. En fait, c'est le point de départ d'un livre écrit par